À la limite de la forêt, les deux compagnons se séparèrent. L'un prit la route de droite, l'autre inclina vers la gauche, dans la direction du village. Les arbres s'épuisèrent, les champs surgirent de chaque côté du chemin, les maisons s'approchèrent. Le voyageur, maintenant seul, arriva comme le crépuscule et les lampes venaient de s'allumer dans l'auberge lorsqu'il entra dans la salle du café. Alors, il se mit à pleuvoir, et lui, il s'assit après avoir posé à terre son sac à dos. La servante, s'approchant, s'enquit de ses désirs. Il songeait à son compagnon, maintenant perdu dans les nuages. Il répondit « Un vermouth, par exemple, et je voudrais aussi une chambre pour la nuit. » Ça, c'est le patron, ça regarde, lui dit-on. Le patron, il va bientôt venir, faut l'attendre, mais ne craignez rien, vous aurez une chambre. Le patron vint, à peu près à hauteur d'une moitié de verre. La servante, assise au loin, lisait un roman minuscule. Le voyageur songeait où était son compagnon, très humide, ou bien réfugié dans une hutte, une cave, une cabane, un abri, ou bien peut-être marchait-il entre les gouttes d'eau, sec et net. Le patron dit donc « C'est une chambre que vous voulez, monsieur ?»« Oui, pour la nuit. » Rien de plus facile, le touriste est rare à cette époque, vous pourrez choisir la plus belle chambre. Sans doute, mais le prix... C'est 20 francs la chambre, monsieur, et je vous l'ai dit, vous pourrez choisir la plus belle chambre, celle que je loue 50 en été. Vous prendrez celle qui vous plaira le mieux. Un hôte est pour moi, monsieur, un personnage qui a des droits. Je dirais même mieux, monsieur, dit l'aubergiste, un hôte est pour moi un personnage que je respecte. Vous m'étonnez, dit le voyageur, ce n'est point là les habitudes du métier. Monsieur, ne critiquez point la corporation. Je sais bien que je fais exception, mais tout de même, monsieur, la solidarité, monsieur. Je ne voulais pas vous vexer. Vous ne le pourriez pas, monsieur, puisque je vous répète qu'un hôte est pour moi, pour ainsi dire, comment dire, enfin, sacré. Fiche, dit le voyageur, et il regarda l'aubergiste. Un compère, lardu, bien rasé, rosé, de taille respectable, il tenait ses mains sur ses cuisses et regardait au-delà de ses murailles. Il emplissait la salle, mais s'inquiétait de limites extrêmes et il dit... Disons que je ne suis pas un homme comme les autres. Et il sourit. Disons, dit le voyageur, que je prendrai la meilleure chambre, et pour 20 francs pour vous faire plaisir. Vous n'êtes jamais venu ici, demanda l'aubergiste. Non, j'ignorais jusqu'à hier l'existence de Saint-Certain-sur-Crèche. Je vais à Coucougnac et je viens de Cougorge. En cette saison, je prendrai mes vacances à cette époque, enfin plutôt, je les prends à cette époque de l'année parce que il y a une très belle église à Coucougnac, n'est-ce pas? On le dit, monsieur, moi je vous laisse. Prenez donc le 1. Hortense, vous préparez le 1 pour monsieur. Et il murmura, c'est drôle, ce n'est pas encore lui. Et le voyageur regarda le patron qui disparaissait. Hortense ayant obéi à l'instant, il se trouva seul et le resta très longtemps devant son verre qu'il vidait par courtes lampées près de la fenêtre où venaient s'abattre les rafales de pluie. Une auto passa, éclaboussa, une autre, mais enfin il n'y avait rien de particulier à voir et le sol de la route déserte se détrempait sous l'œil de l'observateur. Après une durée indéterminée, le patron revint, un papier à la main et demanda au voyageur de bien vouloir remplir la fiche, ce qu'il fut fait. De nouveau seul, le voyageur continuait à regarder la pluie ou autour de lui, dans la salle. Puis il fit nuit. Alors ce fut au tour de la bonne de réapparaître. Elle tourna 2 ou 3 commutateurs de la salle de café et tout s'éclaira. Ce travail accompli, elle repartit. Le voyageur resta seul encore un certain temps. L'eau courait en grains sonores le long des carreaux. Son verre était maintenant vide. Il regardait autour de lui. Une des portes qui donnait sur la salle de café fut à certains moments donnés poussée, et le voyageur ne vit personne entrer. Il se pencha par-dessus la table, investigateur, et aperçut un chien qui venait d'entrer. Le chien, bâtard incontestable, d'aspect plutôt fox et de poil assez brun, inspecta les pieds de 2 ou 3 tables ou chaises, flairant, tournant 2 ou 3 fois en rond, puis, d'une façon non indiscrète, s'approcha de biais du nouveau venu. Celui-ci faisait avec la bouche des petits sons sifflotants, façon d'amadouer l'animal. Le
lequel, d'un geste sûr et souple, sauta sur la chaise en face du voyageur et s'y assit. Tous deux se regardèrent. « Tu voudrais bien un sucre, mon chien, hein ?» dit le voyageur. « Je ne suis pas votre chien, » répliqua le quadrupède. « Je n'appartiens à personne qu'à moi-même. Je ne suis pas le chien de la maison. Si le propriétaire de la maison se l'imagine, il commet là une grave erreur. Quant au sucre, je l'apprécie, et je n'en dédaignerai pas un morceau. Tenez, là-bas, sur la commande, il y a un sucrier plein. Sans vous offenser, ni vous déranger, ce serait là une gracieuseté à me faire. » Le voyageur resta un instant immobile et silencieux, sans que cependant les traits de son visage présentent les stigmates de l'étonnement ou de la terreur. Il se leva bientôt et alla chercher un sucre, l'offrit au chien qui le croqua. Après s'être léché les babines, le chien dit « Je m'appelle Dino, c'est mon nom, Dino. » « Enchanté, dit le voyageur. Je suis Amédée Gubertanis, le plus jeune député de France. » Je suis très honoré, monsieur Amédée Gubertanis, dit le chien. Vous êtes d'origine italienne ? Oh, comme beaucoup de bons Français, répondit le député. Ne vous vexez pas, je vous en prie, monsieur Amédée, dit le chien. Je ne suis pas du tout raciste, bien que du côté de mon père, je puisse prétendre à un haut pédigré. Il sourit et, sérieux, ajouta. Vous devez vous ennuyer ici. Moi ? Pas du tout, dit Amédée. D'ailleurs, je ne m'ennuie jamais. Et il n'y a que les animaux qui ne s'ennuient jamais, dit le chien, ou les individus qui ne sont éloignés que de peu de la vie naturelle. Mais de la part d'un député, cela m'étonnerait. J'ai toujours quelques projets en tête, dit Amédée. Quelques plans, quelques constructions, lois, décrets. Vous devez vous surmener, dit le chien en hochant la tête. Qu'est-ce que c'est que ça, se surmener? Certes, attendez, depuis l'âge de 13 ans, je n'ai pas cessé de travailler, et de 12 à 16 heures par jour encore. Vous me donnez le frisson, dit le chien. Cela vous ennuierait-il de vous déranger encore une fois pour aller me chercher un sucre? Bien volontiers, dit Amédée. Le sucre croqué, la conversation reprit. Pourquoi travailler tant? Demanda le chien. Je suis un spécialiste des questions budgétaires et financières. Je ne suis pas seulement docteur en droit et diplômé des Sciences Po, je suis aussi licencié S-Sciences. Et ça ne s'est jamais vu. Aussi, est-ce ma force? Une de mes forces. Vous êtes un ambitieux, quoi, dit le chien en finissant de se lécher les babines. Un ambitieux, c'est vite dit, un ambitieux... Songez-vous au bien du peuple, de vos administrés? Certainement. C'est pour eux que je suis devenu un spécialiste. Après tout le monde ne peut être aussi savant que moi. C'est pour leur bien que j'accumule tant de pouvoir. Je lutte pour eux grâce à ces armes. dit le chien. Bon, disons donc que je suis un ambitieux, accorda Amédée. Pour le moment, je suis en vacances. Seul? Jusqu'à tout à l'heure, parce que j'ai quitté un compagnon de route. J'ai fait un voyage à pied à travers cette région. C'est très instructif. Et que de souvenirs. Le chien bâilla et sauta à bas de sa chaise. Il fit 2 ou 3 tours, renifla 2 ou 3 choses et s'enfuit, poussant une autre porte, sans avoir proféré un adieu. Presque aussitôt, par une entrée, apparut la bonne qui demanda à Gubertanis s'il dînerait. Oui, il dînerait. Quoi? Et notre seul voyageur ne pouvant que le nourrir sommairement, mais bon, ce n'est pas grave, on ne pouvait pas le nourrir, puisqu'il était le seul dans l'hôtel, et Gubertanis n'était pas gastronome. La bonne mit une nappe devant lui, la garnit, quelque temps après, et revint avec une soupière. Le repas consistait d'un potage, d'une omelette, d'une salade et d'un fruit, tout simplement. Le tout fut expressément servi et consommé non moins rapidement. La bonne se frottait un peu au consommateur, mais il n'y portait nul intérêt. Visible, tout du moins. Un peu avant que le voyageur ait fini d'éplucher sa pomme, entra un vieillard borgne culotté de velours. « Hortense, un piton bien chaud !» annonçait-il très haut.
Il regarda le voyageur de son hublot unique. Alors, comment ça va, monsieur Blandy? Dit la servante. Ça va comme elle veut, vieille savate. Le voyageur comprit que le nouvel arrivant était sourd. La servante servit le picon avec de l'eau chaude, puis resta là en se frottant une cuisse. Ça va pas mal, Hortense, reprit le vieillard borgne. Il y a bien les rhumamas, c'est rien. La pluie aujourd'hui, les escargots vont sortir. Et il regarda le voyageur. C'est pas un temps pour marcher, affirma-t-il. Vous avez de la chance avec une atmosphère pareille. Bien que cette phrase s'adressât évidemment à lui, le voyageur ne répondit pas. Les champignons vont pourrir, reprit le borgne. Et les raisins, ils seront pas beaux. Ça, non. Les champipis pourris, la vie dégradée. Voilà ce que je prévois. Vieille savate, dit Hortense en souriant. Elle tira sur sa gaine qui bourrelait sur ses fesses. Elle restait plantée là, et le voyageur avait fini son fruit. Un café? Non, merci. Ça empêche de dormir, dit le vieux. Mêle-toi de tes affaires, vieille souquenille, dit Hortense, et s'adressant au voyageur, c'est mon oncle, il est gâteux. Qu'elle dit, répliqua le borgne qui n'était point sourd. Qu'elle dit, s'il n'y avait pas mes rhumamas, je me porterais comme un charme, comme un vrai charme. Il est un peu cinglé, dit Hortense. Il bricole encore malgré son âge. Il y en a qui le prennent pour un sorcier. Il remet les gens en place, vous savez, et il enchante le feu. Il connaît les plantes toutes par leur nom et à quoi elles servent. On disait même qu'autrefois, il évoquait les morts. C'est des histoires, dit le borgne. Il a chez lui une tête parlante qui lui raconte tout ce qui se passe dans le monde, continua Hortense en desservant la table. Et ce faisant, elle profitait de toute occasion pour appuyer son sein dur contre l'épaule de l'autre homme pour frotter sa cuisse contre son bras. Personne ne l'avait vu sauf moi. Une fois quand j'étais petite, j'ai eu de ces peurs, j'étais chez lui, et il y a des gens qui disent que c'est une radio, n'empêche la preuve, quand j'étais petite, la radio n'existait pas. Parce que je suis pas vieille, monsieur, j'ai 20 ans. Il a chez lui une tête qui lui dit tout ce qui se passe dans le monde. Eh bien moi, je vous dis, je l'ai vu, c'était pas une radio. Alors, on m'avait dit que j'avais rêvé, mais je l'ai vu, je vous jure, cette tête-là, oui. C'était par hasard, dit le borgne. Il a aussi 2 corbeaux qui espionnent pour son compte. Ils volent partout, se poussent sous le rebord des fenêtres. Regarde, et puis ils répètent ce qu'ils ont vu. Il y a des jeunes gens du pays, quelquefois ils essayent de les tuer, mais jamais ça réussit. Au contraire, ou bien ils se blessent, ou bien ils se cassent quelque chose. Ça, c'est tout à fait exact, dit le borgne. Hortense fit un geste. Il dit, il est seul de ma famille à être comme ça, Ali. Le voyageur alluma une pipe. Vous faites un voyage à pied, monsieur, lui dit le vieillard. Oh, ça serait bien plus comme ça qu'avec les chemins de fer ou les automotos. On voit des choses qui échappent à la vitesse. Pas vrai? En effet. Vous passez la nuit ici? Oui. Venez donc me voir demain matin, chez moi. Je vous montrerai plusieurs choses intéressantes. Vous êtes un savant dans les chiffres, hein, les statistiques, Titi. Comment est-ce que vous savez ça? Hortense vous l'a dit, non? Un de mes corbeaux vous a vu venir et vous marmonniez des chiffres à voix mi-haute, mi-basse. Le voyageur sourit. Mais je sais ça. C'est une habitude dont je devrais me guérir. Venez donc me voir demain, reprit le borgne qui se leva. Le picon, c'est monsieur qui l'offre, ajouta-t-il. Et il sortit. Complètement sonné complètement. Mais c'est vrai que j'ai vu sa tête parlante, je vous le jure, quand j'étais petit, croyez-moi. Il y eut un silence là. Bon. Je vais vous conduire à votre chambre, dit Hortense. Le voyageur allait se lever pour la suivre lorsqu'entra le patron. Bien dîné, monsieur Curbitanis. Toi, tu peux aller te coucher quand t'auras fini ta vaisselle, bien. Bien dîné, hein? Non, parce que monsieur Curbitanis,
Bon, à cette époque de l'année, il m'est difficile de faire la cuisine vu le petit nombre, le nombre infime même dirais-je de clients. Lui aussi que je ne sais pas faire la cuisine. Une omelette, ce n'est pas de la cuisine. Je n'ai donc ni provision ni cuisinier. Enfin, bien dîné, monsieur Gurbitanis? Très suffisamment. Je ne suis pas un gros mangeur, ne vous inquiétez pas. Il y a un reproche derrière cette phrase. Non, nullement, j'ai fort bien dîné. Ma petite omelette était réussie? Excellente. Et il dévisagea le voyageur. Si j'en crois votre fiche, vous êtes bien monsieur Gurbitanis. Lui-même, je vais vous en douter. Pas du tout, pas du tout. C'est vous le député? Oui, c'est moi. Ma maison est honorée de votre visite, monsieur le député. Mais autre chose, vous n'êtes jamais venu ici? Jamais, non. Vous êtes sûr? Sans doute, absolument sûr. Vous n'êtes jamais venu ici? Jamais, vous dis-je. Non, rien. Même en rêve? Gubertanis réfléchit. Même en rêve? Non, répondit-il. Il se dit dans sa tête. Curieux interrogatoire. Le bonhomme joufflu qui avait posé ces questions avec un masque d'inquiétude reprit une apparence amène. Excusez-moi, monsieur le député, excusez-moi, je suis un peu excessif sur ce chapitre, mais ce serait toute une histoire à vous raconter, hein, vous savez, toute une histoire. Il dirigea vers son client un œil légèrement supplicateur, comme s'il avait voulu que l'autre le priât de raconter cette histoire. Mais l'autre, justement peut-être déjà fatigué par trop d'histoires, autobiographique de surcroît, déjà racontée en une soirée, il répondit tout simplement « Vous savez, tout le monde a une histoire à raconter ». Cette réplique parut stupéfier le bonhomme qui fut saisi par une agitation quelque peu hypomaniaque. « Père, dit-il, mettez, monsieur le député, permettez, mon histoire n'est pas du tout celle des autres, pas du tout. Hein. D'abord, elle n'a rien d'extraordinaire, mon histoire primo, et deuxièmement, elle n'est pas ordinaire. » À ce moment, l'une des portes qui donnait sur la salle de café s'ouvrit silencieusement et Gubertanis vit apparaître le chien, qui rôdait circulairement durant quelques secondes, puis d'un saut souple et décidé, grimpa sur une chaise entre le tavernier et le voyageur et s'assit. « Il est à vous, ce chien ?» demanda amusé. L'aubergiste regarda de côté dans la direction de l'animal, comme pour bien s'en assurer. « Oui, il s'appelle Dino. » Il doit avoir une histoire lui aussi, dit aussi Gubertanis. Il regarda le chien, mais celui-ci fit mine de ne pas entendre et ferma les yeux et bâilla, puis reprit son impassibilité. Padang, padang, padang. Oh, c'est un brave petit toutou, hein, dit l'aubergiste distraitement. Oh, mon histoire, monsieur le député. Bon, racontez-la moi donc. Elle est simple et courte, hein, elle est nette. La voici. Je m'appelle, monsieur le député, Raphaël Desnouettes. Mon père était dans l'hôtellerie, mon grand-père était cuisinier, mon arrière-grand-père... Monsieur le député écrivit même un livre sur le dressage des plats. Vous voyez, donc, dans quelle aristocratie, en quelque sorte artisanale, nous avons travaillé et nous représentons. Je ne dis pas ça pour froisser vos sentiments, monsieur le député. Je sais bien que vous êtes radical socialiste. Bon, je vous dis, je suis né dans le métier. J'y fus élevé, j'en fus dégoûté. Je voulais être navigateur. Monsieur, je fus effectivement pilotin. Mon père étant mort, il me parut de mon devoir de rentrer dans le métier, ne fût-ce que pour consoler les vieux jours de ma mère, qui fut femme de chambre et respectait nos traditions familiales. Je m'établis donc ici même, il y a de cela 10 ans. Ma mère mourut 2 ans plus tard, j'étais donc orphelin, remarquez-le. Bon, j'en viens à mon histoire. J'étais installé ici depuis 5 ans. Ouais, il y a sans doute de cela 5 ans. Bon, je vais vous le faire remarquer. Alors, monsieur le député, donc, lorsque par un jour assez semblable à celui-ci, entre un voyageur qui, comme vous, se déplaçait à pied. C'était un homme d'assez haute taille, certainement un athlète, avec une très belle tête, hein, monsieur le député, et des yeux d'une lumière excessive. Il resta là 1 heure, le temps de boire une chopine de vin rouge. De quoi il me parla, car j'étais venu faire la conversation, c'est ce dont je me souviens plus. Et c'est ce dont je me souviens plus, c'est ce temps. Il était parti depuis peut-être 10 minutes que je compris que je venais de recevoir la visite d'un singe. D'un singe. Un singe? Un singe.
Le chien ferma les yeux et pencha la tête un peu de côté. Bon, je sais que je choque vos sentiments intimes, monsieur le député, dit Desnouettes. Mais non, murmura Gubertanis. Si, je le sais, un singe. Pourtant oui, c'était un singe qui m'avait honoré de sa visite depuis ce jour. J'attends toujours son retour d'ailleurs, et tout autre est pour moi en quelque sorte honorable, respecté. Vous-même, monsieur le député, vous tout particulièrement, vous entre vous autres, n'êtes-vous pas une figure comme celui qui doit revenir ici? Attendez, mais vous êtes sûr qu'il reviendra? L'hôtelier sourit d'un air entendu. J'en suis certain, monsieur le député, certain. Le chien rouvrit les yeux. D'une part, demanda Gubertanis, vous semblez être très sûr de son aspect. De l'autre, vous paraissez inquiet de le retrouver en n'importe qui. Je veux dire, moi, par exemple, je n'ai, je crois, j'espère, aucune ressemblance avec votre singe, et cependant, vous m'avez interrogé comme si j'avais pu être lui. En effet, mais pas de contradiction, monsieur le député. Je pense simplement qu'il peut altérer son aspect, qu'il peut prendre une autre forme. Mais alors, comment le reconnaîtriez-vous? Un signe, quelque chose. Et vous ne vous souvenez de rien de ce qu'il vous a dit? De rien, je ne me souviens plus. Et pourtant, mais qu'est-ce que j'y ai songé? Je ne me rappelle de rien. Rien. Puis... Bon, vous accepterez bien un vieux calvin? J'en ai l'excellent, je vais le guérir. Et il se précipita. Dès que le patron de l'auberge eut passé la porte de l'autre côté, ou de l'autre côté de la porte plutôt, le chien dit: qu'est-ce que vous en pensez de son histoire au patron, vous? Pas grand-chose, non. J'ai pas l'habitude de parler ainsi. Je ne vis qu'au milieu de notions plus précises. Oui, c'est un rêveur, le patron, n'est-ce pas? Lui, un rêveur, oui, moi, un ambitieux. Vous avez vite fait de qualifier les hommes, monsieur Dino. Et vous, allez, qui êtes-vous donc? Un chien. Mais le patron réapparaissait et Dino n'en dit pas plus. Le Calvados était de première force et Gubertanis fit à l'hôtelier les compliments d'usage et l'hôtelier les récolta sans le moindre orgueil ni la moindre modestie. Il demeurait aussi silencieux que son chien et il semblait avoir perdu tout désir de raconter des histoires. Dans la rue, déserte, on entendit un pas qui s'approchait et bientôt la porte commença à s'ouvrir. Dino saute à bas de sa chaise et va aboyer. Une tête passe par l'entrebâillure, celle du vieillard borgne. « Vous passerez me voir demain matin, monsieur le voyageur !» dit la tête. « Oui, comptez sur moi. Bonne nuit !» La tête disparaît et la porte se referme. Dino a déjà remonté sur sa chaise. « Vous le connaissez déjà ?» demande Desmouettes. « Oui, il était là tout à l'heure, mais qui est-ce au juste hein? Est-ce que je sais? Qui est-ce qui sait? Ça, un vieux maniaque, c'est tout. » Le chien regarda le voyageur de biais et sourit. Puis bâilla, descendit de sa chaise, d'un pas sûr, s'éloigna vers la porte à battant qu'il poussa et disparut à son tour. Ils entendirent des pas au-dessus de leur tête. « C'est la bonne qui prépare votre chambre, » dit l'hôtelier. « Oh, pardonnez-moi, on m'a raconté de drôles d'histoires sur ce borgne. »« Quoi donc ?»« À votre bonne, par exemple. » L'hôtelier haussa les épaules. Ils sont superstitieux dans ce patelin, hein. Des ragots, stupides parfois. Certains vont même jusqu'à dire que mon chien parle. Gubertanis se mit à rire. En effet, c'est fort. Et qui peut même se rendre invisible, hein. Ah oui, c'est intéressant ça. En d'autres temps, on l'aurait brûlé avec vous avec, hein. Moi? Non. Quoi, moi, mais monsieur le député, je suis un homme pur, qu'est-ce que j'ai à voir avec des sottises pareilles à votre avis? Bah, ce vieillard borgne, on l'aurait aussi brûlé alors. Bah, c'est un fou. Vous savez, maintenant, on ne fait plus monter les fous sur les bûchers. Non, c'est vrai. L'hôtelier se tut et redevint muet. Au-dessus de leur tête s'était fait le calme et les verres s'étaient vidés. Je vais aller me coucher, dit Gubertanis en se levant. Merci pour cet excellent calva. Et il prit son sac à dos.
Vous retrouverez votre chambre, dit Desnouettes sans se lever. Elle est juste en face de l'escalier, c'est le 1, le 1. Merci. Bonsoir, monsieur Desnouettes. Bonsoir, monsieur le député. Mais il ne se leva pas. Guillertanis poussa la porte. L'escalier était encore éclairé. Sous les marches, il aperçut, couché comme sur des loques, Dino, qui dormait. Il monta doucement, les bois craquaient, et le chien ne se réveilla pas. Il entra dans sa chambre, et dans le lit, il y avait naturellement Hortense. Le lendemain matin, Amédée se réveilla frais et dispos. Au premier rayon du soleil, il pratiqua sa gymnastique quotidienne et méthodique, ses ablutions, sa toilette, puis descendit dans la salle commune, son sac déjà prêt et lui prêt à partir. « Monsieur désire ?» demanda Hortense à la sortie des cuisines. « Café noir, pain, beurre, confiture, s'il vous plaît. » Dehors, quelques personnes allaient actives dans la matinée villageoise, et des chevaux aussi, des voitures, des tombereaux, des S, des chats, des chiens, des enfants, tous avec discrétion, même si avec des cris. Son café avec pain, beurre, confiture lui fut servi. Il l'absorba avec délice et plaisir, seul d'abord car Hortense, peu soignée, d'ailleurs aussi matinale, s'était enfuie vers les cuisines, puis avec la compagnie de Dino qui, la porte fermée, avait sauté sur une chaise en face du lit et il lui offrit un sucre. « Bien volontiers », dit le chien qui se mit à croquer. « Beau temps ce matin, hein ?» dit Amédée. « Assez », dit le chien en se léchant les badigouins encore imprégnés de sucre. « Je vais avoir beau temps pour ma prochaine étape », dit Amédée. « Le temps peut changer », dit le chien. « D'ici cet après-midi, le temps n'est jamais certain par ici. Vous allez voir l'oncle. » Ah oui, c'est vrai. Sans doute. D'ailleurs, je ne l'ai pas oublié. je vais aller voir si le vieux borgne. Et Hortense, je l'ai chassée. Elle s'était mise dans mon lit. C'est vrai, vous l'avez chassée. Elle est très, très vexée. Attendez, vous pensez peut-être que je vais gâcher toute ma carrière avec une aventure ancillaire? Plus d'un homme politique a eu des maîtresses, des aventures et de bonne fortune. Ça, ce n'est pas mon genre. Hein. Je n'ai, moi, rien à me reprocher, ni à ce point de vue, ni au point de vue des affaires. C'est ma force, un des aspects de ma force, pardon. Ma science en est l'autre aspect. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Êtes-vous donc si fort? Demanda le chien. Vous n'avez jamais été ministre, que je sache. Attendez. Et d'ailleurs, on peut être fort sans le crier sur les toits, hein. Seriez-vous franc-maçon? C'est une force. En effet, oui, c'est une force qui s'étiole. D'ailleurs, effectivement, je suis FM. Cela vous a inspiré? Peu. Je préfère connaître les secrets des autres que me déguiser en secret. Ça contredit un peu ce que vous affirmiez tout à l'heure. Nullement, réfléchissez-y. Le député regarda le chien avec sympathie. Vous me plaisez, et j'aimerais beaucoup avoir le plaisir de votre compagnie. Je vous achèterais bien, monsieur Desnouettes, si je ne craignais qu'une fois acheté, vous ne cessiez de parler. Que croyez-vous donc? En tout cas, je sais que les chiens ne parlent pas. Sans doute y a-t-il sous cette table un système de microphone et mon interlocuteur réel est-il dans une pièce voisine, il m'entend, il me répond. Je profite d'ailleurs de cette occasion pour lui dire que je serais heureux de faire sa connaissance en chair et en os. Bah, voilà qui n'est pas ordinaire. Vous voyez un chien parler, vous n'y croyez pas. Vous êtes bien dressé, c'est tout. Et si je vous disais que j'avais d'autres talents? Qui sont? Par exemple, de me rendre invisible. Montrez-moi ça. Mais racontez-moi d'abord comment ça s'est passé cette nuit avec Hortense. Écoutez, très simplement, je l'ai priée de sortir. Elle a cru que je plaisantais, mais elle a fini par comprendre. Et elle est partie. Je regrettais vivement de l'humilier ainsi, mais donc que voulez-vous, il y a mon destin. Oui, je sais, le destin. Bon, vous vous intéressez beaucoup à cette personne ou quoi? Non. Nous avons été très intimes, dit le chien en baissant pudiquement la tête. Non, vous et elle. Non, c'est pas vrai.
Il y eut comme un silence après ça. Bon, allez, et cette invisibilité, allez, Dino, hein? Demanda le voyageur. Ah oui, cette invisibilité. Eh bien, désirez-vous qu'elle soit progressive et continue ou brusque et soudaine? Ma foi, à votre gré. Alors disons progressive et continue. Dino sauta aussitôt à bas de sa chaise et se mit à décrire le plus grand cercle possible, à tracer au milieu de la pièce sans se heurter à une seule chaise. Arrivé près de son point de départ, il inclina sa marche. Il traça un second cercle d'un rayon légèrement moindre en même temps que ses propres dimensions se réduisaient proportionnellement et décrivait ainsi une spirale. Il finit par n'être plus qu'une sorte de minuscule atome canin tournant avec une vitesse grandissante autour de l'axe de symétrie normale de la figure géométrique ainsi suggérée. Et enfin, par un passage à la limite, ce vibrion atteignait des dimensions indéfinies de petitesse et il finit par disparaître. C'est un joli tour de passe-passe. Mais j'ai vu des prestidigitateurs encore plus forts. Dino? Dino? Bon. Ben me voilà encore en train de parler tout seul. Une sale habitude dont il faudra que je me guérisse. Il alla déposer son sac à dos près de la chaise, ne voulut déranger personne et sortit. Dehors, une bonne chaleur humide lui palpa l'odorat. Tout gaillard, il se mit en quête du logis de l'oncle Borgne et ne tarda point à le trouver. Mademoiselle. Au revoir, mademoiselle. Adieu, mes enfants. C'était à la limite de la forêt de Raymond Queneau. La forêt redeviendra magique demain. Quant à Raymond Queneau, il est né au Havre en 1903. Ses parents étaient normands. C'est à Paris, lorsqu'il était à la Sorbonne, qu'il fit la connaissance d'André Breton, avec qui il collabora à la Révolution surréaliste. Son premier bouquin, je ne m'en rappelle pas. Je sais qu'Exercice de style, ça paraît en 1947. Il a contribué à l'avènement de la science-fiction, non pas d'amener la science-fiction en France, mais l'avènement de la science-fiction à la française, en faisant le club des Terraleptiques en 23, je pense, et c'est devenu en 29 le club des Saventuriers. Savante, synesthésie entre savant et aventurier, dont Boris Vian fait partie. Et c'est en 51 par contre qu'il écrivit Zazie dans le métro, que je vous reconseille de repousser à lire, c'est Raymond Queneau. Voilà, et il est mort en 1976, 1976 Raymond Queneau. Je vous souhaite une bonne fin de soirée sur WFM, je vous donne rendez-vous à demain pour un nouveau volet de la forêt magique, et si vous n'êtes pas là, attention, sinon c'est très didactique comme programme. WFM